voici donc dans la dernière partie de cette émission avec, je vous rappelle aujourd'hui, dans le cadre de Quantique Planet sur Immedia, Nicolas Trub pour ce livre, Ma retraite à 29 ans, imprécis de création d'entreprise à l'usage du salarié. C'est aux éditions Michalon. Trub que je vous appelle T-R-U-B, tout simplement. Nicolas, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir aborder avec toi ce retour à l'autonomie grâce à ton expérience. Et en même temps, de voir quelle est ta vision de l'entrepreneuriat, si je puis dire, dans le sens noble du terme. Pour moi, ça m'est vraiment cher, car j'ai été longtemps fâché avec cette vision de ce que pouvait être d'être entrepreneur. Ah, Oui, ouais. Je ne veux pas retourner l'interview, mais Non, mais c'est encore une fois en relation avec, je pense, beaucoup de colère accumulée et qui peut être partagée par bon nombre de personnes, justement sur cette idée d'avoir une cohérence. C'est comme le commerce équitable dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que réellement l'étiquette commerce équitable, pardon. Au même titre que, par exemple, si aujourd'hui le monde est tel qu'il est, avec l'argent qui est roi, eh bien c'est parce qu'il y a des personnes qui, entre guillemets, font un usage de l'argent qui n'est pas vraiment à même de pouvoir être dans le partage, tout simplement. Donc on fait des amalgames quand, en tout cas pour ma part, j'étais plus jeune. Et de pouvoir remettre les choses à leur place, pour moi, est essentiel aujourd'hui avec l'expérience que j'ai et du regard que j'ai. Et c'est vrai que l'argent, maître mot de notre civilisation, est un outil. Et c'est vrai qu'à marteau, on plante des clous, on peut fracasser le crâne de quelqu'un. Mais quand bien même on a réussi à inverser et à remettre à sa juste place, d'un point de vue du vocable, le mot argent, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure sur finalement, est-ce que je mérite de gagner de l'argent au regard de ces valeurs inconscientes, plus ou moins, qui m'ont gouverné durant tant d'années, et de pouvoir les remettre à leur juste place et, j'allais dire, de guérir littéralement son rapport au pouvoir. C'est ce que tu dis, hein. De toute façon, le fait d'être entrepreneur nous guérit de tout, de notre rapport aux autres. Parce que, bien entendu, on va être jalousé, on va avoir l'occasion d'aborder le sujet d'ici quelques instants. Notre rapport vis-à-vis de l'humain, notre rapport vis-à-vis de l'argent, notre rapport vis-à-vis de nous-mêmes, notre rapport vis-à-vis du pouvoir, tous ces différents éléments font que l'entrepreneuriat nous mettant en responsabilisation nous renvoie tout à, voilà, je suis créateur de ma vie. Et qu'est-ce que j'en fais? Comment penser à soi d'abord pour pouvoir donner aux autres? Et ce que je dis là, c'est juste du bon sens. C'est-à-dire que même dans l'aide qu'on peut apporter aux autres, comment pourrait-on aider l'autre si je ne suis pas capable de m'aider déjà moi-même? bien sûr, il faut constater qu'au XXe siècle, il y a eu un grand succès, pour le meilleur et pour le pire, des idéologies altruistes. C'est-à-dire qu'il était à un moment plus important de penser aux autres qu'à soi. Et ça aboutit d'ailleurs à une forme de sacrifice permanent. Les grandes idéologies totalitaires se sont nées de ça. Le nazisme, l'allemand n'existait plus. Il était entièrement au service de l'Allemagne, jusqu'à en mourir. Et beaucoup de jeunes Allemands sont morts dans cette affaire. Et pareil pour le communisme. Le travailleur disparaît au profit du prolétariat. Côté grégaire. Et donc, on se sacrifie pour les autres. Et c'est un gros dysfonctionnement. C'est un gros dysfonctionnement. On pourrait placer ça du point de vue de la morale et de plein de façons différentes. L'altruisme imposé par l'État est complètement immoral. À partir du moment où on force quelqu'un à être généreux, on l'enjoint à être généreux, on commet quelque chose d'immoral. Et une fois de plus, c'est contre-intuitif. Or, je pense que l'entrepreneur se met dans une perspective différente, qui est de
de chercher à le moins possible dépendre des autres et que le moins possible les autres dépendent de lui. C'est pas un égoïsme stupide et méchant et asymétrique, c'est une sorte d'égoïsme rationnel. Euh, on parle souvent d'aider les pauvres. Quelque part, euh, tout le monde est d'accord sur cet objectif, mais on n'est pas d'accord sur la façon d'y arriver. Et je pense qu'une bonne façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas être pauvre. C'est de chercher à s'enrichir honnêtement. Quand on cherche à s'enrichir honnêtement, eh bien, on va pouvoir aider réellement les pauvres, plutôt qu'en permanence de par une espèce de sentiment de sacrifice qui profite régulièrement à quelques manipulateurs. À des ONG d'ailleurs aussi. Oui, à des patrons d'ONG qui vivent comme des nababs. Exactement. Et qui parfois se comportent comme des véritables salopards, dont les actions bénéfiques sont souvent difficiles à discerner des actions maléfiques. Et donc l'altruisme officiel a quelque chose d'immoral. C'est compliqué à formuler. Hein, non, mais c'est pour ça que pour ma part, je fais la distinction entre justement le sacrifice et le don de soi. Savoir donner, c'est tout un art. C'est pas évident de savoir donner avec justesse ou sagesse. À trop donner, c'est comme donner des perles au pourceau, et si c'est pas apprécié à sa juste valeur, quel est l'intérêt de donner et de consacrer du temps, de l'énergie à des gens qui savent pas apprécier ce qu'on leur donne? Ça peut être ça, oui. Au même titre que l'égoïsme, j'aurais tendance justement à mettre l'égoïsme en avant, à penser à soi, parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. C'est pas possible. Oui, la limite étant effectivement la générosité du chèque en bois. Oui. Une fois qu'on va tout dépenser, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas soi-même trouvé les moyens de créer de la richesse? L'altruisme est une abstraction qui mène en droite ligne au goulag. Hein. Je suis désolé pour ce raccourci. Non, il n'y a pas de problème. Mais la preuve est faite et pour le coup, les mêmes effets, exceptionnellement, les mêmes causes ont donné les mêmes effets. Et il faut vraiment que l'individu prenne en charge sa vie et c'est la meilleure façon qu'il pourra trouver pour aider les moins forts. Je veux dire, les citoyens ou ces comparses que sont la race humaine dans son ensemble. Et c'était juste pour finir en même temps, distinction entre égoïsme et égocentrisme. Ce qui revient chez toi à l'égoïsme, l'entrepreneur, où toute personne, j'allais dire pour ma part, saine d'esprit, et puis l'égocentrisme qui serait l'affairisme, avec pour seule option de penser à soi dans le sens après moi le déluge. Et c'est pas le but de prendre conscience que nos actes ont des conséquences avec l'effet papillon à l'autre bout de la planète, que ce soit sur des êtres humains ou sur la nature. Est-ce qu'on tire sa chasse quand on fait un petit pipi ou des petites choses du quotidien. D'ailleurs, c'est ce que tu nous dis dans ton livre, comment faire des économies. Et il n'y a pas de petites économies. Vous manquez de trombone, regardez sur votre bureau si vous n'en avez pas. On cherche par terre, on trouve toujours un trombone. Il faut cette philosophie de la sobriété, paradoxalement, moi, elle me vient de mes ancêtres à l'éducation la plus sévère et d'une époque où on ne cachait pas. D'une bourgeoisie catholique qui connaissait sa responsabilité, qui était consciente que le devoir que lui imposait sa condition sociale. Et ma grand-mère, pour lui faire jeter un bout d'aluminium, il fallait se lever de bonne heure. Fallait se lever de bonne heure. Et puis, on ne jette pas de nourriture et ça rigolait pas. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est très intéressant de voir que c'est cette frange-là de la population qui a transmis les vrais gestes du développement durable, contrairement aux victimes, entre guillemets, d'éducation plus progressiste. Progressisme étant toujours très relatif et très souvent autoproclamé. Alors, donc tu nous le dis, hein, la construction de l'entreprise doit se faire à peu de frais.
on revient aussi sur le danger de tout ce qui a trait aux professionnels, tous les produits dérivés qui peuvent exister, que ce soit via les assurances, les banques, les lignes téléphoniques. Dès le moment où on voit le mot pro ou vendu un produit pro, fuyez. Et il faut se méfier effectivement que tous les outils marketing qui avaient été développés au départ pour le business to consumer, hein, pour le client final, ont remonté d'un étage. Et l'entrepreneur lui-même, tout vendeur qu'il est devenu un client comme un autre, qui reçoit toutes les attentions des assureurs, des opérateurs téléphoniques. Ceci étant d'autant plus dangereux que dans le cadre d'une entreprise SRL, par exemple, ce n'est pas exactement avec son argent que la dépense est faite. Cela dit, donc ça fait des dérives dépensières souvent un peu dommages, d'autant qu'il ne faut jamais penser trop en chiffre d'affaires mais en termes de résultats. Si on fait, faut pas comparer la dépense qu'on fait à son chiffre d'affaires, mais aux 5 à 10% qui, dans le meilleur des cas, feront le résultat de l'entreprise. C'est ça les talons de comparaison. Donc, si vous faites 3 650 € de résultat, si l'année suivante, toute chose égale par ailleurs, vous dépensez 10 € de trop par jour, votre résultat tombe à zéro. Voilà. C'est vraiment par rapport aux résultats qu'il faut comparer chaque dépense quotidienne. Ouais, donc il faut être vraiment dans les détails. On en revient encore une fois Faut à être dans les ça. détails et puis une espèce d'hygiène en fait. D'hygiène de la. De temps en autre, il faut savoir acheter des trucs pour son entreprise, des trucs très bien. Voilà, à l'époque, le scooter que j'ai acheté, c'était le plus cher du marché. Ça ne l'est plus, mais c'est un outil de très haute performance. Bon, ben, voilà, je pense qu'il justifie. Mais plein de choses ne justifient pas. Et à la fois, il y a des outils marketing qui, une fois de plus, étaient consacrés au business to consumer, qui sont remontés au niveau B2B. La preuve, par le catalogue d'emballage que je reçois, ou si je commande plus de 50 €, j'ai une boîte de bonbons. Plus de 100 €, j'ai une machine à café. Enfin, on rentre il y a d'ailleurs une forme d'infantilisation de l'entrepreneur de ce point de vue-là, c'est qu'il se retrouve dégradé au niveau de simples consommateurs de prestations supposément bénéfiques pour son entreprise. De surcroît, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, et le temps que l'entreprise s'installe et qu'elle puisse ne serait-ce que commencer à générer un revenu, ce qui n'est pas forcément évident, tu nous dis, alors là on va en venir dans une petite mesure sur la notion de gérer son temps, mais que des boulots temporaires du moins, pardon, Oui, peuvent être idéales et pour alimentaires. compléter. Ouais. Oui, ça n'est pas une honte d'avoir une activité éventuellement décorrélée complètement de son sujet. Ouais. Bon, elle aura quand même des quelques caractéristiques. Le taux horaire doit être bon. Il faut que ce soit du temps vendu relativement cher. C'est du temps précaire, mais vendu relativement cher. Il doit être pas demander trop de temps de préparation, notamment. Et puis, il ne faut pas excéder, je considère, un tiers du temps de la semaine. Ouais. Donc, c'est intéressant de constater que quand on aime vraiment l'objet de son entreprise, le fait d'avoir un boulot alimentaire n'est pas mal vécu. Parce qu'à chaque heure qu'on passe à faire ce boulot, d'abord on peut prendre plaisir à faire ce travail. On sait qu'on assure la pérennité de son affaire. Et ça, c'est super. Ça change tout. C'est plus juste de l'argent pour pas mourir de faim. C'est aussi l'heure qu'on fait à faire ce boulot dit alimentaire. On pourrait trouver un autre mot d'ailleurs. Je sais pas lequel, mais qui soit plus. C'est un boulot de subsistance ou. Moi, j'appelle ça un boulot d'optionnalité, c'est-à-dire qui vous permet de garder une option sur la chance.
Et cette stratégie-là, elle est tout à fait cohérente parce qu'au moment où vous faites votre travail qui n'est pas exactement le sujet de votre entreprise, eh bien, vous générez une masse financière qui va vous permettre de la faire tenir et de la faire tenir plus longtemps. Or, je suis persuadé, puisque j'ai parlé beaucoup de la chance, que la réussite de l'entreprise est proportionnelle à sa durée de vie. Tiens, l'exposition à la chance est proportionnelle à sa durée de vie. Ouais. J'ai quand même des gars qui me disent bon, bah, j'ai fait cette boîte, puis au bout de 2 ans, j'ai arrêté parce que ça ne marchait pas. Je dis mais c'est quoi cette affaire là? 2 ans, 2 ans, 2 ans, c'est très peu de temps, 2 ans. Mais bien sûr, ça peut ne pas marcher aussi bien qu'on le veut, mais il faut faire tenir cette affaire pour tester sur un temps raisonnable et exposer raisonnablement l'entreprise à la chance. Ouais, parce que là, tu arrives bientôt quasiment l'année prochaine à 20 ans Ouais, d'existence. ouais, 20 ans d'existence, ouais, ouais. Et donc, il est intéressant de voir que mon premier gros best-seller, j'ai trouvé au bout de 8 ans. Et puis le deuxième, il m'a fallu 6 ans de plus. Et puis on ne sait jamais, c'est ça la magie absolue du domaine, c'est quelle va être la destinée de ce nouvel objet que je mets sur le marché. On n'en sait rien, c'est l'expectative, la surprise, tout ce qu'on veut, c'est magique, ça fait partie du plaisir du grand jeu de l'entreprise. Oui. D'ailleurs, c'est ce que tu mentionnes dans le livre concernant toutes les peurs qui peuvent arriver, ce qui est légitime, je crois, au fait de se lancer dans ce périple incroyable de retour à l'autonomie. C'est les différentes peurs qui émergent et j'ai beaucoup apprécié la manière dont tu retournes l'angle de vue en disant finalement je vais peut-être pas pouvoir payer les traites de mon fournisseur à la fin du mois. Voyons ce qui va se passer. Curiosité, Voilà, maître mot. je pense que le véritable antidote à la peur, c'est la curiosité. Si c'est à tout moment de la vie d'entrepreneur, on se les prend les insomnies, hein. C'est évident. Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Dans une semaine, j'ai plus d'argent. C'est impossible de ne pas avoir peur. Dans Astérix, là, la dernière page d'Astérix chez les Normands, il dit, Astérix dit, le vrai courage, c'est de ne pas avoir peur, savoir dominer sa peur. Bon, c'est vite dit. Comment on fait pour dominer sa peur? Moi, je crois vraiment que c'est la curiosité qui doit dominer la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être sauvé par ceci ou ça? Bon, évidemment, il ne s'agit pas d'une attitude passive, hein. On continue de travailler dur pour que ça marche. Mais bon, à un moment ou à un autre, il faut savoir se dire, oh là là, il y a tel événement défavorable qui s'annonce. Est-ce que ça va être aussi sûr, et comme dit la phrase, le pire n'est jamais certain. Le pire n'est jamais, il n'est jamais décevant aussi d'ailleurs, mais le pire n'est jamais certain. Et tant de fois, à 1 heure près, l'entreprise est sauvée. Ça, c'est génial. Alors, pour ta part, tu as trouvé différents jobs alimentaires, mais apparemment, tu as l'air de prendre ton pied, si je puis dire, là-dedans, puisque tu continues aujourd'hui. Donc, tu es prof de sport, de physique, de créativité, écrivain, hein, et de création d'entreprise. Alors, je suis coach en physique, ce qui est pas prof de sport, mais c'est juste une petite. Oui, enfin, donc, physique, j'ai pas parlé de sport. Si. Non, mais prof bon, de maths, de physique. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais physique, pas dans le sport, hein, physique. Ouais, on est bien d'accord. Je ne crois pas avoir fait l'allusion, mais possible que je me sois trompé. Donc, est-ce que c'est vraiment des matières dans lesquelles tu enseignes indépendamment ou c'est une sorte d'étiquette globale? Alors, d'abord, j'ai été traumatisé par le fait qu'arrivé dans la vie professionnelle, tout le corpus scientifique si chèrement acquis pendant mes études d'ingénieur et même avant, hein, parce que des études d'ingénieur, ça se prépare un peu avant le bac tout de même, tomberait en décrépitude et ne me servirait plus qu'à faire des maths pour mes enfants. Donc ça, j'ai trouvé ça très traumatisant. Et lorsque j'ai eu la proposition d'enseigner
les matières scientifiques qui faisaient partie de mon cursus d'ingénieur. J'ai dit oui, ce que je fais environ à raison de 4 heures par semaine, hein. Parfois ça a été 8, ça a même été parfois 10, mais j'ai tenu à ce que ça reste un volume raisonnable. On est venu le chercher ou c'est toi qui as... On m'a proposé, ouais, on m'a proposé, parce que j'avais gardé des relations cordiales avec le corps enseignant de l'école Lessier dans lequel j'avais étudié. On m'a proposé de faire ça et j'ai trouvé que c'était tout à fait sympathique de me plonger là-dedans. En plus, le grand mystère de ma vie, c'est est-ce que la science permet de résoudre des problèmes concrets. Et d'ailleurs, ça a été le paradoxe qui m'a hanté et qui me continue de m'hanter, c'est que je suis en compétition dans le domaine de la conception des objets et des inventions au sens large avec des individus qui ont une formation artistique que j'ai jamais eue. Et je me suis demandé si est-ce qu'à un moment, le fait de savoir toute cette maths, de savoir le principe fondamental de la dynamique, des dérivations, des intégrales, des théories ensemblistes, de l'arithmétique, est-ce que tout ça pourrait, oui ou non, me servir à percer dans ce domaine? Et ça, c'est vraiment une question fondamentale parce que si oui, alors sinon, déjà, on peut se douter de la puissance pratique de la physique et des maths. C'est quand même curieux que quelqu'un qui maîtriserait bien les maths et la physique puisse pas être un meilleur designer quand il s'agit de calculer et de concevoir. Ce serait vraiment un comble. Quoique, hein, Léonard de Vinci, je crois, était émérite là-dedans. C'est-à-dire que... aussi bien scientifique... Oui, c'est ça. Alors lui, il avait réussi à faire vraiment une sorte de polymathe. Il était bon absolument dans plein de domaines. Mais est-ce que savoir que le fait de se renforcer en maths et en physique puisse donner un avantage comparatif? Pour ma part, je crois qu'il y a des passerelles à faire dans tous les domaines. Oui. Alors moi, c'est mon pari en fait. C'est mon pari. Alors je ne le vois pas, mais je vois bien qu'il y a certaines intrigues de raisonnement que j'arrive à transposer et à mettre au service de mon entreprise, mais le flux est quand même est encore un peu faible à mon goût, donc j'espère que je vais y arriver. Là j'ai des produits qui sortent. C'est sûr que j'aurais eu du mal à les sortir si j'avais pas une formation scientifique, point de vue de géométrie, d'angle, de structure. Et là, ça m'intéresse de voir si je peux faire parler la poudre. Ce serait une grande satisfaction parce que j'aurais vraiment formé le pont entre mes études. J'aurais inventé un futur à mes études qui n'était pas le futur normal. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je suis là avec mes élèves, où je résous avec eux des problèmes de maths ou même certaines années de physique, j'ai vraiment à cœur de voir qu'est-ce que je vais pouvoir sortir de tout ça, quoi. À force de rabâcher, et puis il n'y a rien de mieux que d'enseigner pour apprendre. Ça dans tous les domaines. À partir du moment où on est en situation de responsabilité pour instruire de jeunes élèves, on doit dominer vraiment le sujet, le comprendre, le métaboliser. Donc ça m'intéressera de voir est-ce que je peux faire la martingale. Mais on sent que dans certains cas, c'est en train de se produire. D'ailleurs, puisque tu parles d'études, à un moment donné dans le livre, tu abordes le corps universitaire. Et alors, tu es mitigé sur le corps universitaire parce que tu remarques qu'on a des personnes extraordinaires, mais que du fait même du corps universitaire et de ce qu'il en est en tout cas devenu, là aussi une sorte de ronron qui peut être dévastateur pour des hommes et des femmes qui ont énormément de richesse intérieure, intellectuelle, culturelle à transmettre et qui n'arrivent pas à briser c'est l'idéologie des années 60-70 qui nous pend au nez, où la réussite, la performance par l'économie, tout ça a été considéré comme extrêmement défavorable. Moi, j'ai eu une expérience fondatrice là-dedans. C'est que pendant ma dernière étude d'ingénieur, j'ai eu l'idée de faire un DEA en parallèle, ce qui nous était proposé par équivalence.
Donc 2-3 jours par semaine, j'allais à l'université. Et donc j'ai pu découvrir l'université, comparer le restaurant universitaire à la cantine de mon école, qui n'était pas une école privée, mais qui était une école. Et j'ai constaté que les profs étaient tout à fait compétents, que les connaissances étaient là, mais quand j'ai proposé mon projet de fin de DEA, qui était commun avec mon projet de fin d'études d'ingénieur, j'avais le directeur du DEA qui me soutenait, mais alors il était entouré de harpies qui considéraient que l'objet que j'avais créé, c'était un petit robot autoguidé, était beaucoup trop commercial. Ah, mais c'est de la science-fiction. De la science-fiction. C'était quand même le directeur du DEA, un bon gaillard bien sympa, mais il avait derrière des gens qui considéraient que j'étais un salopard dont les dents rayaient le parquet. Et j'ai trouvé que c'était dingue. Donc, oui, ça c'est une maladie. Et ceux des universités qui essaient d'entreprendre, bon, ça commence un peu à se faire, ont quand même un problème. Il y a un problème culturel qui se pose et qui fait qu'ils auront beaucoup de mal. Oui. Oui, en fait, quand je regarde ton livre, à un moment donné, je me suis posé cette question au début du livre, mais très vite, j'ai pu me faire en tout cas mon propre avis. Je me suis dit, bon, alors, droite ou gauche pour ce qui est de la sensibilité peut-être politique. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est au regard du vocable ou des vocables et des idées que tu donnes, t'es pour moi hors cadre. Il s'agit pour toi de voir qu'il y a des bonnes idées à droite, il y a des bonnes idées à gauche, et que l'essentiel c'est le bon sens. Et qu'est-ce qui sert le bien de l'entrepreneur, mais en même temps le bien commun, parce que on revient sur les termes qui sont chers, hein, avec la transparence, l'autonomie, et puis le fait aussi d'avoir cette possibilité de servir au niveau local, de faire travailler les gens qui sont présents, de bien rémunérer ceux qui travaillent avec toi, puisque tu les auras choisis. Donc voilà, bon, c'est un avis personnel. C'est une très bonne question. Alors moi, quand je discute avec des gens très à gauche, ils me considèrent comme un sale mec de droite. Ah bon? Et puis quand je discute avec des gens de droite, ils me considèrent comme un salopard de gauchiste. Et de toute façon, dans tout même dans les domaines, sur les questions raciales, j'ai régulièrement ces problèmes-là, d'essayer de se mettre un peu au milieu des deux et de faire. C'est un rôle épouvantable. Ouais, C'est un on rôle peut épouvantable. absolument enfermer dans des cases, quoi. Ah ouais, c'est horrible. C'est vraiment terrible. Hein. Et bon, moi j'essaie d'expliquer aux gens, j'ai des copains qui sont au front de gauche, leur expliquer que le communisme passe en pertes et profits le puissant moteur de l'intérêt individuel. Ce ressort-là, si vous collectivisez tout et que vous faites par le haut, ben, vous n'avez plus que des types qui truquent les registres de production et qui font tout pour liquider les mecs qui sont autour d'eux. Cette histoire, elle est courue et recourue. Et puis quand j'explique à mes potes de droite que la gouvernance des entreprises met au pouvoir des gens qui ne sont pas vraiment élus par le marché, qu'il y a une accumulation déraisonnable des richesses qui est faite par mécompréhension de la vraie justice économique, ben voilà, ça se passe mal aussi. Donc j'ai vraiment un gros problème de positionnement pour trouver mes candidats. Alors moi je vote, hein, mais c'est vraiment compliqué de trouver un peu l'étincelle de bon sens dans le discours politique et c'est pour ça que je pense qu'on ne sait pas trop qui va remporter. Est-ce que c'est la gauche qui aura compris que l'entrepreneuriat est un socialisme, l'entrepreneuriat de la collaboration volontaire, de la coopérative, c'est un socialisme, oui, bien sûr. Et ce Macron-là, c'est peut-être celui qui est en train de tourner le mieux autour.
On peut dire ce qu'on veut, mais moi j'ai trouvé il avait formulé des termes qui me touchent énormément en tant que petit entrepreneur misérable. J'ai trouvé que ce type-là avait une compréhension singulière que je l'avais rencontré chez aucun des énarques précédents. Et puis on regarde un peu sur ce qui a été fait, par exemple sous le quinquennat précédent, le quinquennat de Sarkozy. Il faut bien dire qu'il y avait un problème à mon avis, un peu de lobbying des milieux d'affaires dans la politique, et c'est pas très bon, quoi. C'est pas très bon. Et j'ai pas trouvé que c'était un gouvernement qui était proche non plus tellement des entrepreneurs et de nos préoccupations. Je crois qu'ils pigeaient pas grand-chose. Et dans tous les cas, il y a un problème de société civile. C'est-à-dire qu'ils sont pas... Si on voit qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat, les petites entreprises, PME, PMI sont en train de s'effondrer, comme on l'a mentionné durant l'émission, je vois pas l'intérêt d'avoir une petite partie de la population mondiale qui détiennent les richesses globales, avec une grande majorité qui est pauvre, et puis la classe moyenne qui, elle, est celle qui paye les impôts, qui est en train de disparaître. Donc, où est la logique et le bon sens dans cette histoire? Il y a un gros problème de bon sens, et je suis pas très encouragé par les réflexes et discussions que j'ai avec des personnalités politiques. Je trouve qu'ils sont engoncés dans un fonctionnement. Il y en a un qui va dire faut tout libéraliser à tous les étages, mais en fait on lui dit et ça, ah ben non, pas ça. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à socler, en fait. Ils n'arrivent pas à socler leurs pensées. C'est un peu de la com, un peu du truc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vision à long terme. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'esprit théoricien brillant. Ouais. Et il nous manque, est-ce qu'il nous manque un Marx de droite ou je sais pas quoi, mais un vrai, il y a pas un gros travail intellectuel un peu abstrait pour redéfinir qu'est-ce que c'est que l'économie de marché, le rapport au travail, est-ce que c'est encore utile de travailler? C'est l'histoire du salaire minimum, là, salaire à vie, dont on peut toujours discuter. Moi, ça me fait pas très envie d'avoir un salaire à vie à titre personnel, mais d'ailleurs, moi, il y a bien un truc, le salaire à vie, en principe, devrait être garanti par l'assurance chômage. Sauf qu'en France, on s'est un peu planté sur cette situation de l'assurance chômage. Je considère que l'assurance chômage devrait être défendue ardemment par l'État, c'est-à-dire celui qui la paye, donc tant mieux, en contrepartie d'une plus grande flexibilité sur le travail. C'est-à-dire que c'est pas grave de vous faire licencier, à ce moment-là, clac, on tend un bon filet et vous êtes payé à rien foutre. Du coup, on aurait dans le monde du travail que des collaborations volontaires. Il n'y a plus personne ne bosserait contre son gré, puisqu'il sait qu'il a l'alternative d'un... Oui, de ce de ce matelas-là. C'est à ça que ça devrait servir. Et on pourrait, et c'est pas un gros mot, mais dire ben non, visiblement tu n'as pas envie de bosser, ben va au chômage et on l'appellerait pas chômage, salaire minimum, plancher, tout ce qu'on veut. Et donc ça mettrait tout le monde d'accord, ce point de vue-là. C'est le bon usage, en fait. Le bon usage. Là, on a ceinture et bretelles. Non seulement on paye le mec quand il perd son job, mais en plus, il ne peut pas perdre son job. Enfin, c'est quoi ce truc-là? Il y a une contradiction. Il faut choisir où on fige le boulot et on n'indemnise pas, ou on indemnise et on ne fige pas le boulot. Mais ce serait une... C'est d'ailleurs, moi, j'ai longtemps été très, très sévère avec cette histoire de salaire à vie, là. J'ai trouvé que c'était anti-moral et je sais pas quoi, mais il faut pas que je regarde mon propre cas. Peut-être des gens que ça intéresse, et ben, il serait peut-être plus rentable pour la société si ils travaillaient pas et puis qui menaient une bonne vie. Il y a plein de façons d'être utile à la société. Ce seraient des gens qui seraient
peut-être plus disponible. Ouais, il faut avoir du temps pour justement pour avoir je sais pas élaborer quoi, les ils concepts. élaboraient les Du temps, hein. concepts. Bon, moi, j'ai Des j'ai artistes. des amis qui sont au RSA et que je considère qui méritent, qui vivent comme ça, à la petite semaine, mais je trouve qu'ils méritent ce RSA et c'est génial de leur assurer cette couverture. Bon, ils vivent modestement, mais voilà, ils sont très utiles à la société dans ce qu'ils font. Et, et ça, on pourrait peut-être le prendre un peu comme piste et pas dire on va tout le monde foutre au revenu universel. Non, je crois qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça et il y a des gens qui sont faits pour ça. Donc on pourrait partitionner de façon Certainement, intelligente ouais. un troisième statut, quoi. Du coup, il n'y aura plus de chômeurs. Gérard Privat, que j'ai reçu pour le dernier et premier numéro de Quantique Planète, a abordé ce sujet-là. Et c'est très intéressant. Ouais, effectivement, ça rejoint cette idée. Parce que dès le moment où demain, la notion même de travail, c'est se faire plaisir. Mm. Si on a, entre guillemets, justement un matelas financier qui nous permette d'être libéré des contraintes et qu'on puisse faire ce que l'on aime. Bien sûr. On resterait pas. Il n'y aurait plus que des gens qui seraient contents de Exactement. travailler, que les Exactement. gens qui sont un peu faits pour ça. Et d'ailleurs, on encense en permanence les fourmilières en disant fourmilières qui bossent et tout ça. Il y a un tiers des fourmis qui foutent rien. C'est Weber, là, ce spécialiste des fourmis, qui raconte. Et j'ai assisté à une conférence, j'ai jamais lu un traître de ses bouquins, mais sa conférence, il expliquait devant des entrepreneurs médusés, les mecs, on était là, un tiers des fourmis, contrairement à la légende, il y avait même un cinquième qui était contre-productif. Mais que le tiers qui bossait était tellement dans son affaire que ça faisait une société stable. Et c'est super intéressant, ça. Et oui, je pense que c'est par ce côté-là qu'il faut introduire le salaire à vie. C'est que, de toute façon, ce sera tellement... Les entreprises qui baigneront dans la collaboration volontaire seront tellement rentables qu'elles pourront payer largement ceux qui... ne font rien, travaillent ne veulent pas. Ouais. Qui touchent un minimum honnête et en cultivant 2-3 patates dans leur jardin s'en sortent bien, ne seront pas non plus des légumes. Il y a des gens qui sont des contemplatifs et qui ne veulent pas forcément. Moi, je connais. Et c'est vrai que dans ma culture bourgeoise traditionnelle française, c'est quelqu'un qui bosse pas, c'est un tabou. Ce qui prouve bien que je suis plus issu de la bourgeoisie que de l'aristocratie. ou l'aristocratie, par définition, celui qui ne bosse pas. Hein, ah oui, s'il y a bien effectivement des parasites, ce sont les aristocrates. Exactement. Hein, Donc là, il y a peut-être un inventaire historique à faire, mais je crois que c'est à ça que devraient servir les allocations. C'est à garantir que dans le monde du travail, nous n'ayons que des formes de collaboration volontaire dans les deux sens. Ouais. Je veux travailler avec lui, il veut travailler avec moi, c'est parfait. Quand il y en a un des deux qui siffle, on arrête et puis voilà. Parce que c'est vrai qu'une équipe de gens qui aiment à faire ce qu'ils font, le travail est décuplé, c'est la fine incroyable. équipe, c'est un bonheur énorme, on est super efficace. Comment ça se passe avec justement toi et j'allais dire les personnes, tes salariés? Est-ce que tu embauches CDD, CDI? Alors là, moi, depuis un an, régulièrement, je me risque à proposer des contrats à des gens qui ont fait un stage, Là, en ce moment, je travaille avec Christophe, qui a commencé par un stage, qui n'était pas son stage de fin d'études, mais qui a quand même arrêté ses études pour venir travailler avec moi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un signe d'engagement fort. Ouais. Hein, et donc, que j'ai pris en CDD. Pourquoi je prends en CDD? Parce que moi, j'aime bien tester, voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut au moins 2 ans pour tester une personne. Ceux qui pensent le contraire sont des gens qui n'ont jamais embauché qui que ce soit. Et en fait, moi, mon but, c'est de pouvoir pérenniser son job et
et travailler dans une bonne ambiance, une bonne ambiance, une bonne ambiance. Voilà, on demande, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux qu'une bonne ambiance de boulot? Payer les impôts. C'est génial, ouais, ouais, ouais. Enfin, payer plus d'impôts, là, allons-y, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça roule. Il ne faut pas que ça soit enfermé dans une logique d'accrochage là, à son boulot. C'est horrible, hein, c'est horrible. D'ailleurs, je considère qu'il y a un grand malentendu phonétique, c'est le terme de CDI, qui est considéré comme contrat à durée infinie Oui. et non pas un contrat à durée indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire indéterminée? Ça veut dire qu'elle n'est pas déterminée, ça ne veut pas dire qu'elle est infinie. C'est vrai. Et ce glissement C'est vrai. sémantique est délirant. Ouais, c'est vrai. Je suis Est d'accord. délirant au possible. Et du coup, ben voilà, à cause de ça, on est obligé de. Par exemple, l'histoire du harcèlement moral au boulot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'un patron soit réduit à faire du harcèlement moral pour que son employé craque, mais c'est hyper improductif, c'est la catastrophe. Il faut beaucoup mieux que. Allez hop, trouve des on arrangements. s'arrête là, on trouve des arrangements. C'est dégueulasse, ça brise ça brise des vies. Il ne faut pas laisser faire ça. Et ça, c'est la soupape. C'est-à-dire que si on vise trop cette histoire de collaboration entre les gens qu'on impose à garder le salarié avec lequel ça ne fonctionne plus, eh bien, on arrive à des situations extrêmes et des dérives épouvantables. Alors on peut dire, ben non, c'est pas à nous de comprendre le patron qui fait du harcèlement moral. Mais il faut aussi voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et qu'est-ce qui peut arriver à un truc aussi délirant. Bah, c'est un système délirant. Et puis voilà, quand le système est délirant, il fait délirer les gens. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Personne n'est à l'abri. Donc tu as combien de salariés pour le moment alors? Alors j'ai un salarié. Bon, j'ai toute une équipe de travailleurs qui font la production des objets qui est à Palaiseau, qui sont un atelier de sous-traitance. Mais comme quoi, bon, avec lesquels il n'y a même pas de contrat, mais avec lesquels je travaille depuis 20 ans sans discontinuer. Donc la preuve que quand il y a une collaboration saine qui se fait, pour rien au monde, j'irai voir ailleurs. Et puis moi, ils sont contents de bosser avec moi. Voilà, c'est les contrats implicites et non écrits qui créent les bonnes collaborations volontaires. Qu'est-ce que j'irais m'amuser à bah non, pour 4 centimes de moins aller ailleurs. Tu veux dire que cette collaboration se fait sans contrat? Sans contrat. C'est tous les moi j'apporte voilà, je leur passe des commandes de ça à produire. Ils ont le stock, ils produisent, ils livrent et voilà. Et donc et chaque mois je reçois une facture de ce qu'ils ont produit. D'accord. Puis, mon intérêt, c'est qu'ils soient bien approvisionnés. Mon intérêt, c'est d'être sympa avec eux pour créer une bonne ambiance. Mon intérêt, c'est de concevoir les objets en fonction de leurs compétences. Et non pas d'avoir à trifouiller leurs compétences au-delà du raisonnable pour créer les objets. Donc oui, la collaboration volontaire et sympathique qui fabrique des gens auxquels je tiens, au bout du compte. Eh bien, quand on a parlé des solutions créatives tout à l'heure, j'aimerais juste mentionner cette phrase, ou ces deux phrases qui pour moi ont été inspirantes. La solution créative authentique n'est pas celle qui accumule les possibilités de liberté, illusoire de fait, mais celle qui synthétise le maximum de contraintes. Si vous ne trouvez pas de bonne solution, c'est que vous n'avez pas débusqué assez de contraintes. C'est vrai, c'est d'ailleurs tout l'objet du second livre, c'est que la créativité se fonde sur la synthèse des contraintes, un grand rapport à la réalité. Vraiment, il faut être le nez dans la réalité pour créer, et non pas dans les altermondes. Vraiment le nez sur la réalité, et puis pour faire vraiment des grandes choses, faut synthétiser les possibles en un seul truc. Et les possibles, ils sont déterminés par les contraintes.
Moi, quelqu'un, un artiste qui prend une banane et qui fait une sculpture, j'ai vu des trucs incroyables juste avec une banane. Pour moi, ça, c'est l'artiste parfait, quoi. De même, je fais en sorte que quand je fais des petits séminaires de créativité, un de mes grands trucs, c'est que je donne un savon et un cutter. Et je dis, augmentez-moi la valeur d'échange de fait que ce savon qui vaut 43 centimes en vaille le triple en sculptant. Voilà. Des énoncés très simples, très peu de moyens, tout le monde sur un pied d'égalité et on se cause la tête. Ça, c'est passionnant. On a vu les clients, les fournisseurs, les collaborateurs. On voit à quel point pour toi il est essentiel que la bonne entente, l'émulsion créatrice puisse émerger au sein de ces différents axes. Maintenant, il y en a d'autres. C'est les associés, s'il y en a, la famille et ce que tu appelles les emmerdeurs. Ouais, alors, on prend lesquels en premier Ouais, l'associé, après, je pense que les deux autres vont être beaucoup plus Ouais, alors faciles. l'associé, moi j'ai vraiment très peu de cas de collaboration d'associés réussis. À cause du fameux proverbe, une bonne décision, ça se prend en nombre impair et au maximum à deux. Si on est associé, il faut qu'il y en ait un qui ait le pouvoir de trancher. Donc c'est très simple, hein, en termes de CRL, il faut 70% des parts et 30% pour l'associé. Ça veut pas dire c'est un con, ça veut pas dire que quoi, ça veut pas dire que. Hein, ça veut dire qu'il y a un décideur et s'il est pas trop con, il va réussir à motiver Son son associé. associé. Bon. Donc ça, c'est un point. J'ai énormément d'histoires hyper douloureuses. Ouais. On me rapporte des trucs, les larmes aux yeux, quoi. Hein, puis quand ça se passe mal entre deux êtres humains, ça peut se passer super mal, quoi. Surtout s'ils sont liés par un espèce de contrat avec la personne morale. Là, ils ont le pistolet sous la tente, cette espèce de prise d'otage. Il y a des associés qui prennent en otage. Moi, ça m'est arrivé. L'entreprise en disant si ça se peut pas telle décision. Donc aujourd'hui, j'ai 98% des parts et 2% pour ma historique très sympathique qui est très content et qui attend que ces 2% se transforment en 2% d'un milliard, ce qui ferait beaucoup. Donc ça, c'est vraiment une façon d'éviter. Et vraiment, il suffit de gratter un peu et d'enquêter. Ça peut être des trucs qui se finissent dans les tribunaux, là. C'est vraiment très, très... C'est difficile de choisir. En plus, c'est comme un mariage C'est avec. un mariage. C'est un mariage avec... puis il y en a qui peuvent se démotiver. Les niveaux de motivation sont très variables. Les stratégies peuvent varier. Bon, alors il y a des cas où ça fonctionne bien. J'ai l'impression que Google, c'est deux associés qui ont été très très bons ensemble et qui continuent de l'être. Bon, voilà. Mais c'est quand même, pour moi, c'est vraiment pour des raisons profondément humaines, très difficile à réussir. Donc en cas de doute, allez, 70-30, et on n'en parle plus. Les huissiers, on les a oubliés, ceux-là. Ouais, les huissiers, bah, évidemment, à un moment ou à un autre, on n'a plus d'argent, on paye de plus en plus tard certaines factures, et puis on voit les huissiers. Alors ils ressemblent, moi je m'attendais à voir des gars avec un chapeau de forme. Et puis, celui que je suis arrivé, il a plutôt un casque il ressemble plutôt à un conducteur de moto pizza. Ah, ok. Et donc, oui, je pense que ça fait partie du passage obligé, quoi. Moi, un entrepreneur qui a jamais eu sa carte bleue bloquée et qui a jamais vu un huissier, bon, bah, c'est pas un entrepreneur, quoi. Le passage au feu. Du feu. Exactement, c'est vraiment le dépucelage, voilà. Et puis, il faut avoir connu ça pour faire partie du club et puis profiter de ce qui suit. Coco Chanel a vu les huissiers de ses premières années. Et puis En tout cas, tu nous dis que si un huissier passe, lui faciliter au maximum avec un peu d'humour non, mais surtout, sa venue. surtout si elle arrive que vous êtes avec des clients. Là, faut y aller. Ah, cher ami, bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va juste donner un papier, quoi. Au moins pour les premières fois. Après, ça se gâte un peu. On peut payer la moitié de ce qu'il demande. Voilà, faut pas faire de.
c'est un intermédiaire, c'est comme, c'est comme le responsable d'agence, quoi, qui n'est que moyennement responsable Hum. de Bah votre ouais. sort, du sien. Donc il va être très surpris si vous êtes sympa avec lui. C'est comme les gars, les gens aux impôts, même si on va payer sa TVA, hop, 5 000 euros, on n'est pas super content. Allez, ça ne change rien. Ils sont tellement surpris, ça les déstabilise énormément. Qu'on soit aimable avec eux, pas toujours possible, mais que ça. Ça peut désamorcer en tout cas. Ouais, ça désamorce, puis ça transforme un moment qui est galère en moment. Puis ils sont tellement surpris en fait. Vous êtes l'exception. Vous êtes l'exception. Tout le monde veut être exceptionnel dans la vie, mais personne ne fait des choses d'exception. Une bonne façon d'être exception, c'est d'être sympathique avec des gens avec, Qui ont une nous mauvaise. m'engueule. Ouais, c'est ça que je vous ai exceptionnel, très simple à faire. Donc, soyez exceptionnel de cette façon, oui, bien sûr, parce que sinon c'est très banal. Et pour le coup, pour l'entrepreneur, le meilleur ami, au-delà de ce qu'on peut imaginer, le comptable. Le comptable, c'est assez important de l'avoir bien choisi. Le comptable. Comment tu l'as choisi pour toi, perso? Alors, j'ai choisi un premier, avec lequel j'ai fait 5 ans, et puis sur recommandation. Alors, ils n'ont pas le droit de faire de la pub en principe. Bon, c'est toujours trop cher, c'est comme les assurances, c'est toujours trop cher, un comptable. Faut que ce soit au cordeau. Un comptable, c'est d'abord un comptable. On lui demande de faire des trucs précis, réguliers, qui ratent rien, qui laissent pas de date dépassée, tout ça, qui fasse bien les rappels s'il faut payer. Il faut vraiment que ce soit ça. Euh, et puis, il faut qu'ils rendent des comptes euh, nickel, qui nous mettent un peu la pression pour que nous, on lui donne Ce qu'il faut. ce qu'il faut pour travailler. Je trouve ça génial de pas avoir. J'accepte de payer pour pas avoir ces formulaires-là. Voilà. Comme ça a un peu évolué, il semblerait qu'avec l'évolution de l'échelle de comptabilité, on puisse commencer à s'en passer un peu plus qu'avant. Mais bon, après, c'est vraiment une question de choix. Si on veut vraiment, c'est aussi le plaisir de vivre, quoi. Si on n'aime pas du tout ça, s'occuper des papiers, on achète un peu de plaisir de vivre. Donc c'est un choix. Je connais des entrepreneurs qui se passent de comptables et puis euh, qui font même leur Waouh. compta et peut-être autre chose. Ouais, je l'ai essayé un peu. Bon, euh, mais ça peut être une personne de confiance aussi qui peut donner des bons conseils à des bons moments. C'est pas forcément. Faut qu'ils restent bien dans leur champ de compétences. Mais moyennant cette précaution, oui, ça peut être utile. Et en tout cas, il faut aller les voir avant de créer sa boîte, gratos. On peut aller voir gratos, c'est le moment. Comme ils ne peuvent pas faire de pub, leur seule façon, c'est les gens Faire qui vont toquer à gratuit. leur porte. Donc ils vont au moins parler 2 heures et on prend les infos, on le choisira ou pas, si on se teste. Puis ça permet, au bout de 2 heures, on voit quand même un peu la. Moi, j'ai vraiment des crampes dont je suis parti en courant, quoi. Hein. Parce que l'entretien, ils étaient vraiment pas bons du tout. Qu'est-ce que tu appelles pas bon? Comment tu Bah, sais pas bon, tu es un peu scrogneux, mais à un point dépassant le cadre standard de ce qu'on peut attendre d'un comptable. D'accord. Donc ouais, il faut que ce soit faut un peu que ce soit un plaisir d'aller voir son comptable et ah super, je fous tous mes papiers, ça dure 5 minutes. Au revoir, à la prochaine fois. S'il y a des questions, m'envoyer un mail avec un tableau, puis voilà. La famille. Alors, association avec la famille ou pas, la Ouais, compagne, alors moi, les la parents, compagne qui frères. bosse, je suis pas fan. J'ai de la famille proche qui le pratique avec, semble-t-il, certaines réussites. Tout ça, ça va être difficile de trouver des règles, des règles simples de fonctionnement. Bon, bah, si ça se présente, ça se présente, mais qu'est-ce qui se passe si ou le couple ou l'entreprise tendance à foirer? Un petit côté réaction en chaîne quand même Hum, hum. qui se présente L'un peut d'évidence. entraîner l'autre. Ouais. Ouais, voilà, ça peut être vraiment très, très contaminant, mais à la fois il peut y avoir il y a Belle sans doute, si on surprise. cherche des réussites,
dans ce domaine, donc ça va être difficile d'édicter une règle plus que ça. Après, il y a la question des enfants et à quoi ça sert une entreprise pour élever. Quelle est la fonction d'entreprise par rapport aux enfants? J'ai l'habitude de dire que ça aide beaucoup à élever ses enfants. Moi, j'aime bien quand mes filles elles balayent dans mon atelier et puis que je leur donne 20 centimes, ben, elles ont le sentiment d'avoir participé à quelque chose de concret et ça, c'est En vraiment très direct. sympa. Elles voient leur père travailler ces Qu'est-ce que conditions. ça implique? Ouais. C'était l'esprit que tu dégages finalement quand elle te voit, tu es à ton propre compte. Voilà, Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Comment tu vis tes elle états voit bien, émotionnels? elle commence à comprendre la différence entre vendre et acheter. Donc, oui, c'est assez sympa. Bon, puis en plus, j'ai un métier un peu particulier qui permet de produire des choses concrètes. Donc, vraiment, je suis loin d'être dans l'abstraction. En même temps, on a mentionné les clients tout à l'heure. Est-ce que tu abondes dans le sens de le client est roi? Alors, je me méfie un peu de cette phrase parce que déjà, un roi, dans le roi, il y a unicité. Hein, il y a un roi par pays, si j'ai bonne mémoire. Donc, si le client est roi, c'est qu'on n'a qu'un seul client. Et ça, c'est pas très bon signe. Donc, il faut éviter, en tout cas, que le client soit roi. Mais l'ensemble des clients, ce qui forme le marché, par contre, est un juge de paix qu'il faut respecter absolument. Je préfère l'expression juge de paix que roi, parce que c'est lui qui va valider si on a bien travaillé ou pas. Mais le client est roi, il y a des clients qui aimeraient bien être les rois, ben non. Non, le roi de l'entreprise, c'est son fondateur. Après, il faut avoir le souci du client, bien sûr. Il faut avoir le souci du client. Chaque vente est le père de la vente suivante. Hein. Moi, j'apporte beaucoup d'importance à ce que le client soit vraiment content. Le SAV, tout ça, faut que ça roule. Hein. C'est vrai, une idéologie de la prospection. En permanence, on prospecte des nouveaux clients. Je dis déjà, attendez vous êtes bien occupé de vos clients tels qu'ils. Missionnez-les, quoi. Ouais, on s'en Présence. occupe bien. Et après, eh bien, si tout est fait, s'il n'y a plus de travail à faire de ce côté-là, on pourra commencer à prospecter. La meilleure prospection, c'est s'occuper des clients qu'on a. Et puis voilà. Alors, Nicolas Treub, j'aimerais que tu puisses nous parler d'un sujet qui, c'est en filigrane, c'est tout du long. De toute façon, soit on ne le remarque pas trop à la fin, mais à un moment donné, il y a un sujet qui lui est consacré pleine page. C'est donc tout ce qui a trait à la com. Alors, à travers le marketing, les agences de presse, forcément, quelle est ta position donc, par rapport à ça? Alors, je crois qu'il y a une formule qui dit la machine à promesse est devenue une usine à déception. Mhm. Toute le conglomérat, la masse marketing dans la société, Pour toi, c'est ce qui a flingué ça a pas fait du bien. Ça n'a pas fait du bien. Personne n'est content de voir de la pub à la télé. Personne n'est content de recevoir des coups de fil de marketing téléphonique. Plus personne ne croit qu'on va gagner tel prix en jouant avec telle banque. Ça a vraiment lessivé pas mal de choses. C'est comme c'est la baisse tendancielle du taux de profit. Pour moi, tout ça, ça a eu marché, mais ça marche plus. C'est un fantôme, c'est un mythe, c'est un reliquat, le reste d'une époque. Alors où est-ce que commence le marketing? Où il s'arrête? Est-ce que emballer correctement ses produits, c'est du marketing? Tu en as rencontré comme ça, notamment une femme généreuse de poitrine dont tu parles dans le livre, et Ouais, qui t'exprimait comment elle vendait un produit de merde, ouais, bien voilà, empaqueté. c'est ça. Et elle disait froidement que ce qu'elle vendait, c'était de la merde et euh, que voilà, et que ça ne posait pas plus de problèmes que ça.
bon, bah, j'ai trouvé que c'était très curieux de pouvoir vivre de cette façon. Je sais pas comment on compense une pensée comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand on a des enfants puis qui vont être soumis à cette pression euh, du marketing. Je regrette qu'il faille faire tout ce hors-produit en fait. Ce qui me saoule, c'est tout ce hors-produit. Bon, le produit il est bon ou il est mauvais. S'il faut qu'on rajoute des bons de réduction, des trucs, une signature par un grand pour vendre l'objet, c'est quand même qu'il y a eu au départ un petit problème, quoi. Et c'est que ça n'a pas été bien, c'est pas du bon boulot. Mhm. C'est pas du bon boulot. Je dis pas qu'il faut pas emballer proprement ses produits, mais puis c'est une question de budget, quand on vend 150 euros un truc qui coûte 2, puis qu'entre les deux et le 150, il y a le, la Ouais, commission de tel sportif, plus tel pub, plus. Bon, bah, c'est qu'il y a un problème, quoi. ouais, C'est pas possible. ouais, tu nous dis que justement par rapport à ça, on devrait faire la différence entre chercher à faire aimer ces produits et de l'autre côté les faire comprendre. On passe trop de Ouais, temps à... ouais, à chercher à les faire aimer. Je pense qu'un travail pédagogique, bon, moi je suis pour le minimum syndical pour le coup, en matière de marketing, c'est un emballage explicite et une pédagogie raisonnable sur le produit. Voilà. S'il faut mettre la photo d'une belle gonzesse, s'il faut, Vas-y, vas-y. s'il faut faire ci, faire ça, je vous jure, c'est qu'il y a un problème. Je vous jure. Je vous jure, il n'y a aucune justification philosophique de personne qui puisse fonder que ceci, à part la pratique et la dérive de l'époque, qui puisse fonder ça. Votre produit est bon, qui le prouve lui-même, quoi. Si on est obligé de faire une stratégie de hors-produit permanent, acheter ci, puis en cadeau vous avez ça, c'est quand même hyper curieux, quoi. Vous avez fait acheter ça et vous aurez ci, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, alors tu prends différents exemples, hein. On cite souvent du beau, du bon, du bonnet, comme le plus génial des slogans de réclame, sans se demander pourquoi cette boisson a presque disparu de notre hockey. Bien sûr. Moulinex libère la femme. Mais Moulinex a surtout libéré et même carrément lâché les ouvrières de ses usines normandes au printemps 2001. Renault, des voitures à vivre, mais des comptes 2009 à mourir. On trouve tout à la Samaritaine, mais encore faudra-t-il qu'elle n'ait pas fermé ses portes. Mon Dyson, l'aspirateur qui ne perd pas d'aspiration, est bouché environ toutes les semaines et produit un abominable bruit strident. Ça finira par se savoir. Voilà, donc tu balais un petit peu comme ça tous les grands paradoxes de ces pubs qui nous vantent tout et son Ouais, oui, contraire. alors quand on dit ça, on est un peu classé un peu de ringard, pas de réac, mais Populiste. de populiste. Ouais, de populiste. Mais enfin, c'est la vérité, quoi. Alors voici ce que tu nous dis. Pour moi, tout était là, je l'avais noté. La publicité est néfaste au marché parce qu'elle renforce artificiellement les positions acquises et transforme le dynamisme libéralisme en pesant capitalisme. À quelques dates près, la pub pourrait presque être à quelques dates près, la pub pourrait presque être une invention des soviétiques pour convaincre les moscovites au ventre vide de la performance du régime. C'est étonnant, hein, que les éléments de langage fassent que quand c'est de l'économie capitaliste, c'est de la pub, et quand c'est de l'économie, c'est la propagande. Mm. D'ailleurs, ma grand-mère, encore elle disait pas de la publicité, elle disait de la réclame. Et Dans les hein. publicitaires ont vite fait Ouais. disent de la réclame. C'est affreux et magnifique, ce mot de réclame. Mm, mm. Là. La réclame, je réclame. Et je trouve que qu'est-ce qui fait qu'une civilisation si brillante ait pu adouber un fonctionnement aussi mauvais?
c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Tout le monde sait que c'est De la merde. tout le monde sait que c'est de la merde. Et on accepte tous. Comme voilà, il faut aider il faut aider c'est le commerce, quoi. Voilà, c'est même même les bastions les plus reculés de la société ont fini par tomber là-dedans et c'est fou, quoi. C'est fou. Une société si brillante. C'est que de la connerie qui nous montre. D'ailleurs, on parle souvent ça m'intéresse beaucoup, du concept de publicité mensongère. Mais 80% le sont. Les gens qui sont dans cette voiture qu'on nous montre, non, c'est pas un couple, c'est 2 acteurs qui sont là. Et puis voilà. Alors, je ne veux pas tomber dans le discours situationniste à la Guy Debord et tout ça, mais quand même, il a mis le doigt sur le fait que tout ça, c'est une espèce d'accumulation de spectacles qui nous sépare de chaque moment intéressant de la vie. Et ça nous plombe. Il ne faut pas chercher tellement plus loin le désespoir des gens. C'est que la machine à promesses s'est transformée en usine à déception. Et c'est ça d'ailleurs que je reproche aux anti-pubs, c'est de ne pas assez pointer que la pub est l'ennemi de l'économie de marché. C'est l'ennemi du libre choix. Et ça se ressent même jusque dans les discours politiques. Finalement, tu mentionnes dans ton livre l'annonce du général de Gaulle du 8 mai 1945. Alors c'était pour le 22 juin en fait. 22 juin, oui, pardon. 22 juin, ouais. Parce que je l'ai mis. 4 jours après le 18 juin. Ouais. C'est le seul qu'on a enregistré. Et ce qui est formidable, c'est que j'écoutais le général quand il faisait part de sa politique à la télévision, mais il restait 1 heure, 1h30 à parler devant un parterre de gens qui étaient là, et il expliquait sa vision, son programme, qu'est-ce qu'il comptait faire par rapport à tel événement qui survenait, etc. Ouais. Enfin, inimaginable à l'heure actuelle. Comment pouvoir vendre, c'est vraiment ça, on vend de la politique. 5 minutes dans un talk show, on doit dire l'essentiel d'un programme. Non, c'est pas envisageable. Finalement, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des hommes qui sont dans des apparences, qui font du théâtre et qui vendent juste, ils font de la com, quoi. C'est ça. Ouais, ils font plus de politique avec un grand P. Alors, c'est vrai que moi, je cite vachement le général de Gaulle. Enfin, je cite une ou 2 fois. Je suis passionné par le personnage. Pour moi, c'est le Che Guevara à la française. C'est le seul grand révolutionnaire qu'on ait connu au XXe siècle. C'est un grand homme, ça c'est clair. Et même révolutionnaire. C'est vraiment le mec qui a muselé la classe politique dans ce qu'elle avait de plus mauvais. Et donc, ça me plaît beaucoup de le citer. Oui, c'est d'ailleurs, je vois 152. Je voulais voir si tu avais fait une citation par rapport à ça. Oui, tu avais remis dans le contexte. Et c'est vrai que j'aimerais leur mettre le contexte de cet homme, s'il s'agit de trouver du courage, en fait. Oui. Tu le mentionnes pour ça. C'est ça, oui. Comment, alors que ce mec-là avait tout contre lui. Donc, l'appel du général de Gaulle du 22 juin 1940, puisqu'il n'existe plus d'enregistrement de l'appel du 18 juin, le disque sur lequel il avait été enregistré ayant été refondu dans la foulée par un technicien de la BBC. Écoutez cette voix d'outre-tombe. Ce mec qui avait déjà 50 berges, déserteur, dégradé, en passe d'être condamné à mort par contumace et déchu de sa nationalité, loin de sa nénette et de ses gosses cachés quelque part en Bretagne, exilé d'un pays qui venait de se faire ratatiner par les panzers d'une Allemagne donnée pour battue une fois pour toutes 22 ans plus tôt. Eh bien, il s'en est sorti. Charles de Gaulle est même devenu un aéroport international. Écoutez cette hauteur de vue, cette vision de l'avenir, cette conviction intime que quelque chose est possible. Écoutez cette puissance constructive de l'esprit. Écoutez ce sens de l'entreprise vécu comme un acte de résistance et prenez-en de la graine. C'est ce modèle de
de l'entrepreneur. Il était incroyable. Ouais, moi je suis très fanat de ce truc. Et c'est marrant parce qu'il commence à quitter le statut d'homme politique pour accéder au personnage historique qui pourrait créer l'unanimité, ne serait-ce que parce que les partis dits gaullistes sont complètement écartés de son message. Donc ça c'est donc il est libre à nouveau, free at last. Ouais. Et donc c'est vraiment c'est impatient. Non, c'est notre Che Guevara. D'ailleurs je me suis amusé à faire des produits dérivés de Gaulle, de tire-bouchon qui lève les bras et ça. J'ai une collection, je sors régulièrement des produits à son effigie, ça m'éclate parce qu'une fois de plus, personne d'autre ne fait ça. Puis alors, allez voir la Fondation de Gaulle avec un tire-bouchon. Ça en jette. Non, mais par contre, ils ouvrent même pas le courrier, quoi. Oui, je veux bien le croire. Franchement, ça l'a fait, quoi. Donc je m'adresse au citoyen qui va acheter son tire-bouchon dans son coin sans passer par la fondation, je sais pas quoi. Un rapport direct entre le monarque et le peuple. On est tout à fait dans la diatribe gaulliste, ouais, en effet. Nicolas Trube, il y a, en tout cas pour moi, c'est un élément que tu abordes dans ton livre et qui est essentiel, c'est la notion et la vision du temps. Alors, pour introduire le sujet, je te fais part, moi, de là où j'en suis par rapport au fait de ce retour à l'autonomie et à la responsabilisation. Quand on a des habitudes de travail, du fait qu'on est salarié dans une entreprise où tout est cadré, tout est référencé dans la gestion du temps, le week-end, c'est le week-end, il y a le lundi, et puis il y a le vendredi, et le reste de la semaine avec des horaires bien spécifiques. Et puis si on reste un temps soit peu dans l'entreprise, eh bien une espèce de rond comme ça où on sait plus ou moins tel jour ça va commencer, voilà, le matin, midi, soir, enfin bref. Et quand bien même ça, tout tourne autour de ça, sa vie de famille, aller faire les courses, etc., etc. Quand on se retrouve entrepreneur, là aussi par rapport aux fameuses peurs dont on parlait durant l'émission, ça peut être limite un gouffre abyssal. C'est-à-dire qu'on peut se culpabiliser d'être dans une certaine forme d'inaction, mais d'un autre côté, les week-ends, on est amené à travailler. Tout est sans dessus-dessous. On peut travailler non-stop durant une semaine, si ce n'est plus. Et puis 3 jours à glander. Les notions au rapport aux vacances dont tu parlais, là aussi, ça change. Enfin, c'est très spécial. C'est très spécial. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, quoi? Alors moi, il y a certains matins où j'ai des cours à aller donner, donc ça, l'affaire est à peu près réglée parce que je veux pas être en retard. Le reste du temps, il se fait que j'emmène mes filles à l'école, donc ça met aussi un gong. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où j'avais absolument le loisir de commencer à travailler là où je voulais, d'autant plus que mon bureau était un étage sous ma chambre. Et j'ai un oncle que j'aime beaucoup qui, avant que je crée ma boîte, m'a dit il était question qu'est-ce que je ferais pour me lever le matin, quoi. Il m'a dit tu auras le pétard aux fesses. Et c'est vrai que dans les faits, rester au lit alors que tout ça c'est entre nos mains, c'est quasiment un effort surhumain, hein. J'ai un gros problème avec cette histoire de... Je crois qu'une fois en 20 ans, j'ai eu du mal à me lever en me disant là non, c'est pas drôle, ou une seule fois en 20 ans. Et sinon, non, je me lève comme un seul homme parce que c'est mon destin, comme dit l'autre, vraiment. Parce que c'est la vie que j'ai choisie et que le temps que j'y mets, une fois que je suis au boulot, je fais ce que je veux de mon temps, mais cette discipline, elle est tout à fait possible. Alors j'ai rythmé un peu les jours de la semaine, ça fait que je travaille moins le lundi un peu plus cool, et puis à n'importe quel moment de la journée, je m'arrête pendant 4 heures pour faire quelque chose de complètement différent. Je raconte dans Mon rêve n'est pas d'aller ailleurs, le deuxième livre, que
Je connais un mathématicien qui donne des conférences gratuites à des moments aléatoires de la semaine. Et puis je vais aller cramer 2 heures pour l'écouter parler. Et c'est extrêmement, c'est une espèce de sorte de récré quoi. Et je peux le faire. Je peux le faire. En plus, il se fait que moi j'ai besoin de travailler. Je peux partir souvent de mon bureau, mais il faut que je revienne régulièrement quoi. Je pourrais quasiment tout ramasser en 3 jours par semaine et faire complètement autre chose les 4 semaines. C'est ce que m'aide aussi à faire. D'ailleurs, le fait d'avoir à donner des cours m'oblige à concentrer un peu mon temps et à gérer mon temps. Ça fait une contrainte extérieure qui permet de gérer mon temps. Mais oui, voilà, je jongle avec le temps, je joue avec le temps. Jongler, jouer, c'est vraiment ça, parce qu'on parlait tout à l'heure des théories du chaos, et j'ai le sentiment voilà, que c'est une espèce vraiment de danse. Il faut danser avec le temps, apprendre à danser. avec un but, ne pas s'ennuyer. Ça, c'est vraiment. Je ne peux pas supporter de m'ennuyer. C'est pour ça que je fuis les réunions de trucs un peu associatifs et tout ça. Là. Qui parlent des heures de choses sans intérêt. Quelle horreur! En plus, c'est la vie qu'ils ont eue pendant la journée, donc ils se retrouvent le soir. Ils reparlent de ça, mais quelle horreur! Et à la fois, c'est une force, des gens qui peuvent assister à des réunions d'1 heure et demie où ils se traitent que des histoires sans intérêt et qui en tirent aucune forme de déprime profonde. Je trouve que c'est vraiment c'est une force. C'est une force stupide, une force inutile. Mais je ne sais pas faire ça. Moi, je ne peux pas me mentir à moi-même. Je m'ennuie très très vite. Mon travail est passionnant et quand je suis dans ce truc-là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner travailler, redessiner une pièce. J'ai toute une liste sur mon smartphone de petites idées qui me viennent dans la journée, de le prendre. Puis en plus, j'écris un bouquin, reprendre un chapitre, voilà, produire quoi. La vraie production, c'est pas d'alignation, mais d'être oui, pas faire quelque chose de ça, voilà, pour être créatif, ça d'être peut vivant, être n'importe où et n'importe quand être vivant. D'être vivant, et c'est vraiment là où c'est sous ce signe, c'est le signe sous lequel j'ai placé ma vie. C'est pas le salariat ou l'entreprise, le patron ou le salarié ou le job qu'on aime faire. C'est la grande nuance, c'est le vivant et le non vivant. Et je pense que c'est le défi du siècle, le défi de la lutte contre la machine, contre l'argent abstrait, tout ça. Il y a vraiment il y a la pulsion de vie, la pulsion de mort, et moi je défends coûte que coûte ma pulsion de vie. Et en même temps, tu dis que pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette pulsion de vie, alors bon, il n'y a pas d'âge, tu donnes une généralité, mais de ce que tu as pu apercevoir, c'est entre 25 et 45 ans. Oui, après, avant, moi je trouve un peu, je vais faire ces généralités. jeune. À chaque fois, on trouvera un contre-exemple majeur. Oui. Donc je ne vais pas trop Oui. m'aventurer. Mais bon, la logique veut que c'est un peu dommage de tout suite entrepreneur sans jamais avoir été salarié. Je trouve que ça crée une dissymétrie d'expérience. Du coup, on a du mal à comprendre ces salariés si on ne l'a pas été. Donc je trouve que c'est dommage de ne pas faire un petit effort. Voilà, petit tour par là. Je trouve que c'est tout à fait louable. Et puis, je dis, après 45 ans, ce sont les habitudes économiques qui sont prises. Et puis, on les repère. Et les mecs qui se sont mis comme ça, qui avaient vraiment un plan tranquille, quoi, qui a vraiment... souvent, on voit qu'ils ont perdu une espèce d'étincelle, de fraîcheur. Je le vois même morphopsychologiquement. Ah, oui. On finit par avoir la gueule de son caractère. Je sais pas si tu connais le proverbe. Moi, je crois beaucoup à la morphopsychologie. Bon, je pense que c'est un art exigeant. Et bon, tout le monde lit sur les visages. Mais on lit de travers, consciemment ou non. Et on lit bien ou on lit mal. Ouais. Mais je vois bien qu'il y a une certaine... le visage... exprime, est-ce que vous êtes encore vivant, quoi. Est-ce que vous êtes encore vivant? Ça se voit, ça dans les yeux, on voit les gens qui pétillent ou pas.
Et c'est sûr que ça, l'entrepreneuriat, ça lessive bien de ce point de vue-là, et ça fait ça marque, ouais. On voit très bien, hein, au-delà d'un trop grand nombre d'années passées, même surtout dans les grands groupes et tout ça, on est tellement dans une espèce de lutte de pouvoir abstraite que ça finit par décérébrer tout un chacun. Nicolas Trub, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Il y a des maladies qui guettent l'entrepreneur. Un petit mot quand je cite les noms en question ou réaction de ta part. Oui. L'ivresse des hauteurs. Oui, on croit toujours aller un peu trop d'argent sur son compte, et puis on se croit vraiment le cador, quoi. Et puis ça arrive, hein, ça arrive. Surtout si on a lutté pour survivre, puis à un moment ça commence à se passer un peu mieux. Là, on peut devenir dingue, hein. On peut devenir dingue, hein. Si votre compte a été débiteur pendant 3 ans et demi, 4 ans, puis que la 4e année il passe au crédit un peu violemment, mais c'est pas possible, quoi. On sent qu'on y est arrivé, tout ça. Là, on commence à faire des conneries, quoi, bien sûr. Le syndrome du Vietnam. Le syndrome du Vietnam, ça a été observé. C'est des gens qui avaient été dans des situations, des soldats américains qui avaient été dans des situations tellement critiques qu'ils se mettaient à prendre des risques inconsidérés ils se mettaient en danger, quoi. Ils revenaient à la vie civile et ils passaient son temps à marcher sur les rambardes avec le vide à droite, à gauche. La recherche du danger permanent, ouais, ça c'est un risque, ouais. La confusionnite. Alors là, est-ce que j'ai bonne mémoire? C'est la confusion entre le chiffre d'affaires et le résultat. Je crois que c'est comme ça que je l'ai défini. C'est Monsieur Pennevert. Ah, Monsieur Pennevert, oui. Monsieur Pennevert, le boucher retraité de c'est ma le mamie. boucher de ma grand-mère, et qui expliquait que son successeur avait fait faillite parce que il confondait Bénéfice et le chiffre bénéfice d'affaires. et le chiffre d'affaires. C'est sûr que là, Et c'est dur. Et que donc il craquait mais tout, puis il n'avait plus acheter de viande pour en vendre après, quoi. Oui, ça c'est un problème. Ah oui, ça aussi, celle-là, elle est pas mal. La Black Manie. Ah ouais, alors Blackomanie. j'ai connu c'est l'histoire de faire du black. C'est la grande tradition française. C'est même quand on n'a pas les moyens de faire du black, on va faire du black. On va sortir de l'argent de l'entreprise, quoi, en espèces, pour s'acheter des choses à côté. Et alors, je connais que des mecs, qui ont réussi à foutre leur entreprise sur le dos, parce comme ils sortaient l'argent, il n'y avait plus. Ça, c'est des gens qui ont oublié que l'argent était aussi un moyen, hein, donc ils pompaient la trésorerie, du coup, il n'y avait plus rien. Et puis, ils faisaient comme des cons. Puis après, on ne peut plus remettre l'argent d'un coup. Genre qu'on a dans les poches, puis les dépenser en général. Et alors, surtout, il y en a qui faisaient du black en oubliant de se rembourser l'argent qui leur était vraiment dû. Ils ne reprenaient pas leurs kilomètres, mais ils sortaient. Ça embête, quoi. Ils passaient pas, alors que ça a pu être passé en charge. Enfin, c'est des comportements irrationnels. Alors, bon, moi, je suis peut-être pas le spécialiste pour parler de ça, parce que j'ai jamais vraiment dégagé suffisamment de pognon pour qu'il y ait une espèce d'excédent qui fasse que je sois tenté de prendre un billet par-ci par-là. C'est même arrivé un moment où la machine qui encaissait les billets à la banque, quand je touchais les espèces, prenait rien en dessous de 50 euros. Quand j'avais 40, j'ai rajouté 10 euros de ma poche pour que ça passe. J'ai fait du black à l'envers. Faut quand même en tenir une couche. Faut le faire, ouais, c'est clair. Faut vouloir. Le truc. Ce qui est le vrai truc, je crois que à la fin, j'en parle sur l'histoire du black. Un truc super important, c'est que moi, pourquoi est-ce que les gens font du black? C'est pour se payer des loisirs. Mais moi, mon loisir, c'est mon boulot. C'est mon boulot. Je construis par exemple une voiture solaire que je vends. J'arrive à en vendre une par an. Bon, c'est un miracle.
mais c'est génial, toute ma vie j'ai voulu faire ça, pourquoi j'irais sortir des pognons d'entreprise? Parce que je veux que cette voiture aboutisse, c'est le rêve de ma vie, c'est mon loisir, c'est mon kiff. Donc qu'est-ce que j'irais? Priver l'entreprise des moyens de produire ce véhicule auquel je tiens plus que tout et que je vends aussi, quoi. On mange le gâteau deux fois et ça c'est génial. C'est qu'à la fois je me fais plaisir en construisant cette bécane et parfois même en les vendant je fais du bénéfice. Donc oui, il y a des comportements très irrationnels vis-à-vis de l'argent. Toujours penser que l'État est un espèce de confiscateur. Oh, il l'est sur certains aspects. Mais bon, c'est quand même la dotation publique. C'est eux qui remplissent les trous quand il y a des nids de poules dans la route. Donc oui. Mais ouais, voilà, il y a des gens qui ont un vieux fond de, 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 de libertarisme mal placé. Positionné. Ouais. La carence narcissique. Alors, là, j'ai un petit trou de mémoire. Est-ce qu'on peut reprendre le... Elle frappe de plein fouet le créateur qui, passé un certain degré de réussite, est fatalement en manque de reconnaissance et cherche autour de lui des gens qui vont pouvoir l'admirer. Ah voilà, ouais. Alors c'est vrai que on cherche, on veut on veut être admiré. C'est un peu ça. On veut regarde maman, c'est bien ce que j'ai fait, quoi. C'est normal. C'est un syndrome normal, c'est la naturel. nature. Alors, comment j'ai réussi à résoudre cette histoire? C'est que en fait, j'imagine moi avec 40 ans de moins ou 35 ans de moins, me croisant et regardant ce que je fais, quoi. Et je me dis que le Nico qui avait 12, 14 ans, il aimerait bien le Nico qui a 47 et il serait fier de lui. Et je trouve que c'est génial de s'admirer soi-même à âge différent. J'entends bien. Ouais. Moi, à 47 ans, admirer un mec de 47 ans, là pour le coup, c'est limite. Par contre, repenser aux petits gars qu'on était, pas forcément super bons dans l'étude, et voir tout ce chemin parcouru et tenir bon pour faire de sa vie ce qu'on a toujours voulu qu'elle soit, ça, je trouve que ça, c'est génial. Donc, les gens qui ont un problème de carence narcissique, c'est qu'en fait, c'est fondamentalement des mecs qui savent qu'ils font de la merde et qui feraient honte à l'enfant qu'ils étaient. À leur jeune homme, au jeune homme qu'ils étaient, ou à la jeune femme qu'ils étaient. Ouais, je suis sûr que c'est ce diagnostic. Et qui donc qui ont besoin de se faire mousser avec c'est des mecs, ils savent très bien que c'est pas des commerçants, c'est des trafiquants, quoi. Et ils finissent par trafiquer leur vie, évidemment, parce que ça remonte, ça. C'est jamais étanche. Hein. On commence par faire de la merde et on devient de la merde soi-même. Bah, le virus VHS. Et là, pour le coup, le point du doigt, celui-là, il est vraiment hors sujet et vraiment important, le virus VHS. Ouais, hors sujet, bah, c'est en permanence. On fait du hors sujet quand on fait des activités autour de cette entreprise qui n'ont pas de rapport, quand une entreprise qui fait du béton va subventionner un jardin potager, quoi. Bon, ben, ça va pas. Il faut pas faire de logique de compensation. C'est l'histoire, hein, c'est thèse, antithèse, prothèse. C'est-à-dire, c'est vraiment il fait la prothèse de son chercher à une espèce de logique de compensation. Oui, je bétonne le monde, mais regardez, je fais ça. Oui, j'affame les petits Africains, mais regardez, je suis ambassadeur de l'UNICEF. Ah, il y en a plein. Ah non, mais c'est terrible. Et ça, ça c'est vraiment, c'est vraiment, ouais, vraiment hors sujet. C'est hors sujet, quoi. S'il y a des choses très bien à faire avec le béton,
Si vous voulez être fier, aider l'Afrique, eh ben, arrêtez de leur envoyer du lait en poudre. On sait très bien ce qu'il faut faire. Donc, faites correctement votre travail parce que vous croyez dans votre travail, mais n'allez pas faire des logiques. Moi, la logique des fondations, Fondation Orange, Fondation Bill Vivendi, Gates. Fondation machin, mais au secours, Bill Gates. Il ne pourrait pas financer une fondation pour les gens dont le Windows a planté 5 fois depuis en un an. C'est quand même délirant, quoi. Ce mec est devenu l'homme le plus riche du monde en vendant un logiciel bourré de virus. Il va nous expliquer comment on va éliminer la polio en Afrique. Non, mais Il faut dire que le statut de la fondation est très intéressant et que finalement, il est en roue libre par rapport à l'argent qui rentre. Mais c'est énorme. faites-moi interdire ça des potrons minets. C'est un scandale. C'est un scandale. Je suis d'accord, ouais. Servez Fondation Orange pour le truc. Faites-nous des téléphones qui marchent et qui soient solides. Et ça ira bien, quoi. Le bienfait du monde. Faites bien votre travail, quoi. Faites bien votre travail. Donnez-nous des ordinateurs qui marchent. On verra plus tard si vous voulez aider les petits Africains. Mais est-ce que ça peut être un signe de plus grand échec que d'aller à faire le zazou là, au bout du monde avec de l'argent gagné sur des pauvres mecs de licences Windows, Windows qui change tous les 2 ans. Mais au secours, quoi. Ce serait étonnant d'ailleurs que Bill Gates investisse sa fortune sur un système d'exploitation. Ce serait génial. Oui, non, mais ce serait génial. Ah oui, pour le coup, je trouverais ça étonnant. J'ai vraiment du mal à articuler certains mots aujourd'hui. Mais oui, ça serait un non-sens pour moi au regard de la logique qui est la sienne aujourd'hui. Ah ouais, bon, moi j'admire le bonhomme. Hein. Bon, il a quand même, ado, il a quand même fait des trucs. D'ailleurs, ma première entreprise virtuelle quand j'étais ado, c'était Nicosoft. Nicosoft. Je m'étais fait un super logo et tout ça. Bien sûr, ce mec fait rêver. Mais bon, il est embringué dans un truc. Là, qu'est-ce qu'il a aller faire le tour des chefs d'État pour nous expliquer comment on doit vacciner les enfants en Afrique. Non, mais c'est au secours. Pourquoi est-ce qu'il ne crée pas une entreprise rentable autour de qui crée dans le pharmaceutique si ça l'intéresse, mais avec de l'argent piqué sur le dos des utilisateurs d'un logiciel buggé à mort. Et il va nous donner les leçons qui s'occupe de la classe moyenne occidentale qui s'est ruinée dans ses bécanes et qui a perdu des fichiers. Voilà, on va avoir un sujet de bienfaisance. Ouais. Donc, écoute, c'est encore une fois, on peut le voir à travers tout ton discours. Parce que je ne veux pas parler de la conclusion en elle-même, ou même du courage. C'est juste avoir envie de vivre, entreprendre, souhaiter une pulsion de vie. C'est pouvoir réaliser ses rêves de gosse, c'est continue tes études, tu feras ce que tu veux plus tard. Et c'est vraiment ça, cette aspiration à pouvoir vivre tes rêves, choisir les gens avec qui tu travailles, de ceux avec qui tu t'entoures, de pouvoir avoir une vie où tu surfes sur la vague de l'instant présent finalement, et où chaque journée ne ressemble pas à celle qui vient de s'écouler. Oui, une pulsion de vie, c'est vraiment le terme. Et quand je vois, encore une fois, je reviens sur le thème révolutionnaire, et de cette phrase que tu mentionnes dans le livre, s'il y a vraiment un moyen de révolutionner le monde, c'est à travers l'entrepreneuriat. C'est faire une révolution non sanglante. Prendre son destin. Là, ça donne une conclusion sur le. En ce moment, il circule sur les réseaux sociaux un dessin très simple où on voit un homme politique dire qui est pour le changement. Alors toute la foule lève les bras. Ah, qui veut changer? Et personne ne bouge. Donc oui, le changement, c'est pas un truc global, c'est un truc très personnel, très intime. Arrêtons cet altruisme de s'occuper du changement des autres. On va faire son propre travail. Exactement. Et les vaches seront bien gardées. Un grand merci Nicolas Trub. Merci de cet entretien.
Je rappelle donc pour les internautes ma retraite à 29 ans, un précis de création d'entreprise à l'usage du salarié. Je ne peux vraiment que vous inviter à le lire. Déjà, vous rigolez. Et ça, l'humour noir de Nicolas fait des ravages. Et vous apprenez énormément dans vraiment une grande simplicité. C'est pour ma part, j'allais dire, une carte de l'essentiel. Et dès le moment où on suit cette carte-là, et c'est pas des grands livres où on peut lire comment créer son entreprise pour les nuls, c'est voilà, c'est 120 pages, je crois, 160, 100 à quelque chose près. 160, 170, et voilà, tout y est. Si il y a ça, en même temps, on peut te contacter. Ouais. Je ne sais Il y a pas une page si Facebook. Nicolas Trube, Ouais, on sur un tu la consultes régulièrement. ouais, ouais, qui est envoyé. Puis il y a ma page où je consacre tout. Il y a une page Facebook qui est consacrée à tous mes écrits, qui s'appelle Les Nouvelles du Futur. Comme j'ai en la boutique du futur, c'est les Nouvelles du Futur, qui est devenu le nom de ma société d'édition dans laquelle j'ai édité mon second livre, et sur lequel je poste régulièrement des actualités et je réponds aux messages. Un grand plaisir, Nicolas. Écoute, à l'occasion de se revoir. Oui, Et puis, bon vent. toi aussi. Merci à vous. Et puis, au mois prochain pour un nouveau magazine Quantique Planète. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.